Alors, c'est l'heure de la digestion, mais ça va bien se passer. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis Véronique Buteau. Je travaille pour le magazine Les 4 Saisons, un magazine édité par Terre Vivante, que vous connaissez peut-être. Donc, Terre Vivante, c'est une maison d'édition donc, qui édite entre autres le dernier livre d'Aline Mercant. C'est aussi un centre d'écologie qui se trouve à Mins, dans le Trièves. Voilà, donc désolée pour ceux qui étaient déjà là ce matin, qui ont déjà eu la présentation, c'est une redite. Voilà, et donc nous sommes partenaires de ce festival et nous avons le plaisir d'avoir quelques-uns de nos auteurs qui viennent vous présenter leur dernier ouvrage et surtout le contenu de leurs recherches et de leurs expériences. Donc aujourd'hui, nous avions Gilles Leblay ce matin et maintenant, bienvenue à Aline Mercant, donc, qui est anthropologue, ethnobotaniste et médecin, mais c'est aussi une écologiste militante et engagée. Et à ce titre, elle dénonce quelques scandales, ou en tout cas quelques aberrations du monde de la phytothérapie. Elle participe à l'association Jardin de mémoire de montagne, qui collecte et valorise le patrimoine ethnobotanique. Et donc, elle vient de publier chez Terre Vivante le manuel de la phytothérapie éco-responsable, que vous pourrez aussi trouver tout à l'heure sur le stand. Pourquoi elle est là aujourd'hui ? Parce que avec la vogue des soins naturels et notre frénésie un peu de consommation, les huiles essentielles, tout ça, on a tous envie d'en utiliser, on veut faire des bons produits, se faire du bien, mais dans tout ça, on ne fait pas toujours les choses bien non plus. Et les plantes sont en danger dans certains lieux de la planète, surtout elles viennent de très loin. Et Aline nous rappelle qu'on peut pratiquer une autre phytothérapie plus respectueuse de l'environnement et plus responsable dans une approche et qu'on peut se soigner, on peut avoir une approche préventive tout en étant éco-responsable, on va dire. Donc elle va nous expliquer comment repérer les bons labels, privilégier les filières courtes et éthiques. Voilà, bonne conférence. Je me mets un angle stratégique pour ne pas avoir la lumière dans les yeux et vous voir quand même. Donc bonjour à tous, merci d'être là donc, dans cet horaire de digestion. Hein. Donc j'espère que vous n'allez pas être tentés de faire la sieste. Et voilà, je vais vous parler de phytothérapie éco-responsable et on va commencer par partir d'un constat en fait. Donc la première partie de l'intervention est un petit peu démoralisante, j'assume, hein, parce que voilà, il y a quand même des choses problématiques sur cette filière. Que je vais vous présenter, je vais vous expliquer pourquoi. Vous allez voir que c'est assez simple en fait, hein. C'est lié à des règles assez simples, le fait que ce soit problématique. Et après, on va essayer de trouver des solutions et on en trouve. Et je précise que je suis médecin et phytothérapeute et que je continue à utiliser des plantes. Voilà, donc je n'ai pas renoncé à la phytothérapie, par contre j'essaie de les utiliser autrement et je vais vous donner justement les différentes pistes qui permettent de le faire, qu'on soit un consommateur, enfin j'aime pas ce mot, mais enfin voilà, qu'on essaie de se soigner seul ou qu'on soit thérapeute. D'ailleurs vous verrez que le propos c'est de sensibiliser aussi les thérapeutes et je vous dirai un petit peu tout ce qui bouge autour de ça aussi. Il y a pas mal de mouvements, il y a du changement. C'est un sujet qui n'était pas très sexy encore il y a quelques années et ça embêtait un peu tout le monde quand on en parlait. Et actuellement, c'est en train de changer. Tout doucement, mais là, on sent que ça s'accélère parce que je crois que tout le monde, avec l'été qu'on vient de passer, voilà, les gens ont senti un petit peu dans leur corps et dans ce qu'ils ont vu de l'évolution autour d'eux. Il y a des choses qui paraissaient lointaines dans le temps et dans l'espace qui, tout à coup, nous ont rattrapés. Donc, je vous dirais, mais je suis assez sollicitée pour intervenir sur ce sujet maintenant dans les formations, donc ça change. Alors, on aura un temps pour échanger sur tout ce qui est question, parce que vous aurez certainement des questionnements. Et on va commencer par un constat. Et c'est vrai que j'ai mis ce petit dessin pour illustrer, parce que quand j'ai commencé dans le monde de la phytothérapie, il y a plus de 20 ans, hein, c'était vraiment un sujet dont personne ne parlait. C'est-à-dire voilà, je suivais des enseignements de phytothérapie et ça allait de soi qu'il n'y avait pas de problème avec les plantes. Donc, on n'en parlait pas. Et vous allez voir que moi, je me suis mise à en parler pour une raison bien particulière, parce que j'étais confrontée en fait à une réalité où tout de suite je me suis dit mais il y a un truc qui ne va pas, très rapidement. Et quand on en parlait à l'époque, c'était oh mais non, tout va bien, oui, bon, enfin ça passionnait pas les foules. Et ça passionnait pas tellement dans les formations non plus. Donc c'est un petit peu le sujet où d'ailleurs on se demande pourquoi, parce que tout le monde est bien conscient que les animaux disparaissent, que les écosystèmes s'abîment, etc. Mais les plantes médicinales, je ne sais pas si vous en avez entendu parler.
Mais personne ne parle du fait qu'elles aussi, elles sont dans le même bateau. Et elles sont en train de disparaître comme les autres. Voire même plus vite que les autres pour certaines. Donc, quand même un certain statu quo, mais qui est en train quand même de changer. Et je vais vous raconter comment moi, personnellement, j'en ai pris conscience, parce que c'était pas évident. Je vous dis, dans tous les enseignements que j'ai pu suivre, il n'y avait jamais de problème. On n'abordait même pas la question. Donc j'en ai pris conscience parce qu'à une époque, je suis partie au Tibet faire de l'ethnobotanique. On devait faire un inventaire des plantes médicinales d'un haut plateau de l'est du Tibet. Donc vous voyez ce monsieur ici et deux bonnes sœurs là-haut. Et en fait, voilà, ça a commencé avec la montagne médecine que vous voyez là, qui est une montagne qui est située à plus de 4000 mètres d'altitude. Et dans ces pierriers d'altitude poussent des plantes très particulières, des plantes spécifiques de ces biotopes. Donc là, ce que vous voyez, c'est une rhodiole himalayenne. C'est pas Rhodiola rosea, c'est une autre. Et vous voyez une bonne sœur qui est en train une nonne tibétaine qui est en train de ramasser les rhizomes, on voit très bien, de cette plante. Alors on va voir pourquoi ça peut poser problème. Ici, vous avez un monsieur qui ramasse ce qu'on appelle des snow lotus, des saussures laineuses. C'est une plante très spectaculaire qui pousse dans le même biotope, qui met 4 ans à fleurir. Et là, il vient de la ramasser en fleurs. Et ça va partir sur le marché chinois. Et donc, sur cette montagne médecine, je suis allée 4 fois au Tibet sur un intervalle de 15 ans, 15 à 17 ans. Et à chaque fois que j'y retournais, il y avait moins de plantes. Et même à la fin, il n'y avait plus de plantes du tout. Donc, sur cette fameuse montagne médecine qui était censée fournir la population tibétaine pour leur propre usage, 2002, il y en avait. 2004, il y en avait beaucoup moins. Et j'y retourné 10 ans après, il n'y avait plus rien. C'était complètement dévasté. Donc ça nous a vraiment problème. Je dis nous parce que Véronique a évoqué, on a une association qui s'appelle Jardin de mémoire où on collecte des savoirs ethnobotaniques, d'ailleurs beaucoup dans les Alpes. On travaille avec le Vercors, le Queyras, les Bauges, la Chartreuse, etc. Les écrins. Et en fait, au départ, on voulait valoriser un petit peu les médecines traditionnelles et on s'est vite rendu compte que pour valoriser les médecines traditionnelles, il fallait surtout qu'elles survivent et surtout que leur pharmacopée survive. Et vous allez voir qu'actuellement, on est dans un contexte où les Tibétains n'ont plus accès à leur propre pharmacopée. Et on va voir que je vais vous donner d'autres exemples où des peuples, entre guillemets, natifs, pour lesquels une plante peut être sacrée, eh bien, si cette plante a le malheur de partir dans le marché international, il n'y en a plus pour eux. Voilà, donc c'est quand même un petit peu triste. Donc cette montagne médecine, c'est assez problématique. Ce monsieur là, ici il a un delphinium aussi qui va partir sur le marché. Et là en fait, au départ il voulait me donner ses snow lotus pour me remercier parce que j'avais fait un soin. Je ne sais plus trop ce que j'avais fait, mais j'avais fait quelque chose qui était content. Et donc il ramène ça et moi j'étais très gênée. Alors vous voyez que la plante a été arrachée avec sa racine. Et ça veut dire aussi, vous allez voir, la cueillette, tout dépend comment elle est faite. Voilà. Il y a des cueillettes qui sont très dévastatrices et il y en a d'autres qui peuvent être respectueuses du végétal. Typiquement, là, on est dans une cueillette qui va compromettre complètement le renouvellement de la plante. Donc, j'en ai gardé un et je lui ai dit non, je vais pas, parce que je vais faire tout ça et c'est parti sur le marché chinois. Donc ça, première prise de conscience. Et à partir de là, en fait, on s'est rapproché d'autres associations, en particulier une qui s'appelle Nomade RSI, qui travaillait sur les mêmes problématiques mais au Ladakh. Ils avaient repéré aussi que les plantes ladakhi disparaissaient. Nomade RSI créait des écoles pour former des amchis, des médecins traditionnels ladakhi. Et en fait, il y avait tout un travail pour les sensibiliser à la question de la ressource qui était quand même assez délicate en fait partout. Et tout particulièrement quand vous avez des biotopes d'altitude comme ça, avec des plantes très adaptées, qui sont difficiles à cultiver, voire impossibles, et qu'elles partent, au lieu d'être utilisées sur un marché local, elles partent sur un marché international. Donc, à partir de là, on a plutôt commencé à sensibiliser et à travailler beaucoup sur la question de la ressource au niveau associatif. Et moi, j'ai commencé à en parler en phytothérapie. Mais ça a été assez long comme démarrage. Deuxième prise de conscience, vous voyez ici de l'hélicryse. Donc là, vous avez en bas 6 ou 7 kilos d'hélicryse qu'on a ramassé sur une île grecque à 4, toute une matinée. Alors, c'est pas très spectaculaire quand on voit la photo comme ça, mais ça fait du volume. Et en fait, cette hélicryse, vous voyez, on la ramasse comme ça. Ensuite, on a bourré un alambic et on a fait de l'huile essentielle d'hélicryse. Et donc, on a eu avec ça un petit flacon. Et quand on voit le temps qu'on a passé à ramasser, et sur une île, c'est bien parce que vous voyez bien le territoire.
On a vite compris que si on était 2 cueilleurs, enfin s'il y avait 2 distillateurs, ça passait pas. Avec un, ça pouvait encore passer, mais avec 2, ça passait pas. Alors on faisait très attention, on ramassait pas toute la station. Mais voilà, si un autre distillateur s'installe sur le même territoire, ça va être vite fini pour les licryses. Parce que vous voyez bien qu'on ramasse les sommités fleuries, donc ça veut dire pas de graines. Donc ça, c'était une autre prise de conscience, parce que j'avais évidemment eu des cours d'aromathérapie, j'utilisais les huiles essentielles, et quand j'ai vu les quantités qui sont nécessitées pour fabriquer de l'huile essentielle, ça m'a quand même beaucoup interrogée. Alors on va y revenir un petit peu plus longuement, parce que du coup, il y a effectivement beaucoup de problématiques de ressources avec la distillation, tout simplement parce qu'il vous faut des volumes de plantes phénoménaux pour obtenir un tout petit peu de matière, en fait. Matière végétale, enfin matière médicale, comme on dit. C'est le terme consacré. Donc voilà, ça c'était la prise de conscience. Et à partir de là, j'ai commencé à me poser des questions. J'ai commencé à explorer aussi la manière dont fonctionnait le marché. Ça, je vais vous donner quelques éléments, parce qu'on ne sait pas. C'est totalement opaque. Quand vous achetez un produit à base de plantes, qu'est-ce qui s'est passé en amont ? Alors si vous avez, j'ai vu qu'il y avait des stands avec des producteurs locaux, bon là vous le savez, hein, c'est la personne qui vous vend les plantes, qui les a ramassées, qui les a cultivées, etc. D'ailleurs on verra que c'est une solution. Mais quand vous achetez des produits, si vous achetez un Snow Lotus, une rhodiole himalayenne, ou même une huile essentielle d'hélicryse, parce que les provenances ne sont pas toujours très fiables, vous ne savez pas exactement ce qui s'est passé en amont. Et on verra que les entreprises achètent à des grossistes, et même les entreprises ne savent pas exactement d'où vient la plante, le plus souvent. Donc gros problème de traçabilité. En gros, ce que vous allez retrouver comme problématique, ce que vous connaissez comme problématique sur le marché de l'alimentation, hein, de la production alimentaire, vous allez trouver la même chose sur la production de plantes médicinales. Alors, on va repartir un petit peu, déjà essayer de mieux comprendre pourquoi on n'en parle pas. Alors, pourquoi on n'en parle pas ? C'est des questions de perception, de cognition, de représentation, tout bêtement. Alors, il y a des choses dont on parle beaucoup, parce que c'est très visible. Voilà, l'éléphant, l'ours polaire, c'est visible, et puis ça nous touche. Ça nous touche au niveau émotionnel. Mais les plantes, c'est un peu différent. Et je me suis amusée à chercher, voilà, là je vous ai mis un petit inventaire d'autres êtres, pas que des végétaux d'ailleurs, hein, qui sont en train de disparaître. Et là, c'est pas du tout les mêmes émotions que ça suscite chez nous. Enfin, à moins que quelqu'un soit très... il y a peut-être quelqu'un dans la salle qui a une émotion terrible en voyant le charançon de Madagascar. Mais généralement, ça laisse plutôt indifférent. Voilà, donc vous avez charançon, vous avez des longs... je ne sais plus comment ça s'appelle là, qui ont des... C'est pas des mille pattes, des scolopendres, hein, type de... Et puis là, vous avez des petites plantes. Ça, c'est une petite plante qui a disparu en France, qui est une petite brassicacée. Alors là, elle est en gros plan, mais vous imaginez bien, c'est un petit truc comme ça que personne ne reconnaît, à part les botanistes. Donc quand elle disparaît, on s'en rend pas bien compte par rapport à l'ours polaire. Voilà, donc une drosera là-haut, si vous fréquentez pas assidûment les tourbières, vous en rendrez pas compte. Puis là, les cactés sont particulièrement menacés. Et là, en fait, simplement, si vous passez sur ce paysage et vous notez qu'il y a quelques cactés, mais il y a 10 ans, 20 ans, il y en avait 10 fois plus. Et c'est pas nécessairement quelque chose qui va nous choquer. Donc il y a vraiment quelque chose au niveau de la perception qui rend difficile de comprendre ce qui se passe. C'est vraiment, il faut partir d'une démarche intellectuelle en fait. On n'a pas cet émotionnel avec les plantes, à moins qu'il y ait ici des gens qui aient une relation très proche des plantes, ça existe, hein, et qui vivent ça avec intensité, mais c'est quand même beaucoup plus rare. Alors je ne vais pas vous saouler de chiffres, mais il faut quand même en citer quelques-uns pour mieux comprendre ce qui se passe. Et on va repartir sur des chiffres un peu généraux. Donc, vous savez qu'on est dans la 6e vague d'extinction d'espèces actuellement et que la grosse différence par rapport aux 5 précédentes, c'est que c'est dû à l'homme. Donc, dans cette 6e vague, on estime, hein, parce que tout ça, c'est très difficile. Ce sont des chiffres qui sont des approximations. On n'a pas toutes les données. Mais on estime qu'on perd 17 000 à 100 000 espèces naturelles par an. Et que 20% des espèces auront disparu dans les 30 ans. Et tous les chiffres que je vous donne, il est possible qu'ils soient sous-estimés, puisque vous voyez bien qu'on a bien vu là avec les événements de cet été au niveau climat, qu'on a peut-être un peu sous-estimé la situation. Donc le rythme d'extinction est 100 fois supérieur au taux naturel d'extinction. Vous avez un taux naturel d'extinction qui est dû à l'évolution, tout bêtement, hein. Les espèces apparaissent, d'autres disparaissent. Voilà, il y en a qui sont plus adaptées à un certain biotope, elles évoluent. Donc ça, oui, ça fait partie du jeu, hein, que des espèces disparaissent. Mais là, on est à 100 fois le taux, je dirais, normal, naturel. Et pour les insectes, vous savez que le bilan est assez inquiétant,
puisqu'on suspecte que 30% d'espèces d'insectes sont menacées en 2012, et il y a des évaluations particulièrement pessimistes qui annoncent la disparition possible des insectes dans les 30 ans. Et là, vous voyez bien, tout ça étant en étroite relation avec le végétal aussi. Et puis à la base de la chaîne alimentaire, hein, tout bêtement. Donc, tout ça est un peu inquiétant. C'est pour ça que je vous disais que le début de l'intervention était un petit peu démoralisant. Mais on va quand même pas rester... le but n'est pas de sortir d'ici dépressif. Bon, on va quand même continuer dans le constat difficile. Donc, et les plantes dans tout ça, hein, puisqu'on en parle quand même un petit peu moins. Donc, 1/8 des plantes sont menacées, ça c'est bien documenté. Et vous savez, et en plus ça c'est un chiffre déjà ancien, qu'on perd un terrain de football par seconde en déforestation. Mais ça c'est des chiffres d'avant Bolsonaro. Donc là on est peut-être à 2 terrains de football, on ne sait plus trop, mais ça va très très vite. Et puis alors si vous rajoutez les incendies et autres, évidemment c'est quand même assez inquiétant. Et c'est là où on arrive sur les plantes. Alors PPAM, c'est plantes à parfum aromatique et médicinal. C'est plus facile que de dire tout le temps plantes médicinales. Il y a un chiffre vraiment qu'il faut retenir. J'ai mis 60 à 90%, mais c'est 80% des plantes médicinales sont d'origine sauvage. Quand vous achetez une plante, un dérivé de plante, un complément alimentaire à base de plantes, ça vient d'une plante sauvage dans 80% des cas. Alors pourquoi ? Pour une raison extrêmement simple. C'est parce que c'est pas cher. Une plante sauvage, ça pousse tout seul. Donc, quand vous obéissez aux lois du marché, vous essayez évidemment de rentabiliser au maximum vos coûts. Et donc, vous allez chercher ce qui est le moins cher. Et ce qui est le moins cher, c'est la plante sauvage. Il faut juste payer une personne pour la ramasser. Et comme en général, ce sont des personnes pauvres, vous allez voir, qui ramassent dans des pays pauvres. Et bon, on la paye mal. Et du coup, on a une ressource à bas coût. Par contre, si vous devez cultiver, c'est une autre histoire. Donc il y a des plantes cultivées, bien entendu, mais voilà, tant qu'on obéira strictement aux lois du marché, les plantes sauvages seront toujours préférées pour de simples logiques de coût. Donc on estime qu'environ 20% des plantes médicinales sont en danger immédiat. Ça fait quand même une bonne quantité. Et pour donner un exemple, alors là, c'est pas nécessairement des médicinales, mais il y a des médicinales dedans. Hein. En particulier, on distille un certain nombre de cèdres et autres. 34% des conifères et 30% des cactés sont menacés à court terme. Donc là, on est vraiment sur plus d'un tiers des espèces. Alors, il n'y a pas que la menace du marché des plantes médicinales. Hein. Il y a d'autres menaces qu'on va voir. En fait, c'est une conjonction de facteurs qui fait que ces végétaux sont menacés. Et le marché de la phytothérapie, c'est un des facteurs qui vient s'ajouter. Ça peut être le facteur principal pour certaines plantes, mais ça peut être juste quelque chose qui vient s'ajouter aussi à des contraintes environnementales pour d'autres. Voilà, donc on récolte plus de 50 000 espèces de plantes à fleurs dans le monde, parce que toutes les pharmacopées traditionnelles utilisent des plantes, et elles en utilisent pas mal. Donc vous voyez que ça fait quand même une variété assez phénoménale. Et sur ces plantes, on estime que 15 000 sont menacées d'extinction. Bon, donc on retombe sur ces chiffres, entre 20 et 30%, on ne sait pas exactement en fait. Hein. Et pour les plantes, malheureusement, c'est pire que pour les animaux, c'est que la vitesse d'extinction, elle est au moins 100 fois, mais voire jusqu'à 1000 fois plus rapide que pour d'autres êtres vivants. Donc c'est quand même assez préoccupant. Et là où on est beaucoup en difficulté, et ça je vous le dirai parce que quand on va aborder la question des solutions, vous allez voir qu'il y a, entre le moment d'ailleurs où j'ai écrit le livre et maintenant, il y a quelques mois, il s'est passé quelque chose au niveau de la législation qui est plutôt positif, mais qui va obliger à documenter tout ce que je vous raconte là. Or, on a de la documentation pour 7% seulement des plantes. On peut avoir des éléments pour d'autres, hein, mais quelque chose de précis sur l'état. Voilà, combien reste-t-il de plantes de cette plante-là, à quel endroit, comment est-elle exploitée, c'est documenté dans une minorité de cas. Le plus souvent, on a des données partielles ou pas de données du tout. Parce que, raison très simple aussi, est-ce qu'on dépense beaucoup d'argent pour payer des gens pour étudier ça ? Je vous laisse répondre. Hein. Voilà, la réponse est évidemment non. On n'investit pas tellement dans cette question-là de recherche. Alors, comment j'ai réussi à trouver un petit peu toutes ces données ? Vous avez vu que je suis partie de données d'observation personnelle, mais ça ne suffit pas. A priori, j'ai quand même une vague formation scientifique. On aime bien quand même argumenter sur ce qu'on avance. Et il y a quand même de la recherche, il y a de la littérature. Donc, j'ai documenté tout ce que j'ai pu avec des publications. Et j'ai déjà quand même si c'est que 7%, on a beaucoup de choses. Et on a l'IUCN, que vous connaissez peut-être, qui fait donc des listes de plantes, animaux aussi, hein, et qui va classer avec l'échelle que vous voyez là.
et qui va classer. Alors, bon, vous avez non évalué, hein, il y a des tas d'êtres vivants où on n'a jamais vérifié quel était l'état de leur population. Manque de données, hein, data deficient. Least concern, c'est peu concerné, mais ça commence, hein, ça chauffe un peu. Near threatened, c'est proche d'être menacé, donc là ça chauffe un peu plus. Vulnérable, ça y est, il y a déjà des altérations au niveau de la population. Et en danger, ce qu'on appelle la red list, la liste rouge. Donc la liste rouge de l'IUCN, vous avez normalement quand il y a des plantes dessus, on n'a plus du tout le droit de les exploiter. Et puis vous avez en danger de manière critique, c'est-à-dire en gros proche de l'extinction, extinct in the wild, donc éteint dans la nature, et puis complètement éteint, c'est-à-dire, je suis désolée, je suis devant, complètement éteint, ça veut dire qu'il n'y en a plus dans la nature, mais il n'y en a même pas dans un jardin botanique, parce que vous avez des jardins botaniques qui font de la préservation d'espèces quand même. Donc voilà un petit peu ça, on peut trouver toutes ces listes. Et l'IUCN a un classement c'est classé par continent, c'est classé par pays. Et voilà, on peut consulter ces listes qui évidemment ont des données partielles, mais il y a quand même de la donnée. C'est mieux que rien. Et donc on peut identifier comme ça des menaces générales. Après, on a de la littérature sur des menaces régionales, sur des menaces même locales. Et une des difficultés d'ailleurs pour parler de tout ça en France, c'est que pratiquement toutes les publications sont en anglais. Et ça peut paraître idiot, mais c'est un obstacle en France. Quand tout est publié en anglais, vous avez du coup plein de gens qui vont pas aller chercher l'info parce que on a encore une petite réticence à parler anglais, en tout cas dans ma génération. Je pense que ça change un peu les générations suivantes. De toute façon, ils n'ont pas trop le choix. Mais voilà, c'est aussi une des difficultés. Alors, on va revenir sur toutes ces histoires et on va voir qu'en fait, c'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est le rythme. Mais on a ici une plante qui s'appelle le silphium, qui a disparu dans l'Antiquité, parce qu'elle était soumise à une pression de cueillette excessive. Alors cette plante, voilà, elle est représentée ici, elle est représentée sur une monnaie. Elle poussait en Cyrénaïque. Cyrénaïque, c'est la Libye actuelle. Elle poussait sur les côtes méditerranéennes de la Libye actuelle. Donc quand même sur une zone relativement limitée. Et elle était sujette à un commerce intense, parce que c'était à la fois une épice de luxe et considérée comme une panacée, c'est-à-dire guérissant un peu toutes les maladies. On utilisait son sucre résine. Il y a certaines ombellifères qui exudent une sorte de résine un petit peu collante, qui a des propriétés thérapeutiques. Alors vous avez peut-être constaté ça sur de l'impératoire par exemple, je ne sais pas, mais voilà, c'est assez connu sur certaines apiacées. On sait que c'était une apiacée, on en est sûr, une ombellifère pour l'ancienne appellation, mais on ne sait pas quelle espèce puisqu'elle a disparu. Donc vous avez plein de littérature en disant mais c'était peut-être un laser, une férule, on ne sait pas, et on ne saura jamais. Elle s'est changée au début au prix de l'argent. Et là, vous avez un phénomène qui est bien connu, c'est quand la plante se raréfie, c'est pareil pour les animaux, le prix augmente. Donc, ça relance encore plus le marché. Plus la plante devient rare, plus elle prend de prix et plus elle va être ramassée. Et donc, prix de l'argent au départ, prix de l'or à la fin. Voilà, donc elle a été victime de surexploitation. Elle a disparu aux alentours du 5e siècle. On en trouve beaucoup de traces dans la littérature antique. Et en fait, à l'époque, c'était quand même, pour les historiens, c'est le début de la mondialisation. Hein. Vous avez déjà des circuits commerciaux très élaborés dans le monde antique. Et une plante peut être diffusée bien au-delà de son aire. Et voilà, on voit à ce niveau-là tout ce qui est en train de nous arriver, sauf que maintenant, ça va beaucoup plus vite. En plus, ils n'avaient pas Internet à l'époque. Et Internet, ça vient contribuer à accélérer encore le phénomène. Alors, on va repartir sur quelques chiffres pour que vous imaginiez un petit peu le marché. C'est assez vertigineux, en fait. Alors, dans la communauté européenne, j'ai mis 50 000, c'était des chiffres qu'on avait il y a 2-3 ans. Mais récemment, j'ai appris que tous les mois, la DGCRF, c'est la DGCRF que sont enregistrés les compléments alimentaires. D'accord ? Les compléments alimentaires n'ont pas statut de médicament, donc ils ne passent pas par l'agence du médicament, ils passent par la DGCRF. Tous les mois, 1300 nouveaux dossiers de compléments alimentaires sont déposés en France pour 2 fonctionnaires. Donc je vous laisse imaginer un petit peu comment on peut traiter tout ça. Donc à 1300 compléments alimentaires par mois, sur une année, vous pouvez imaginer. Et donc le 50 000, ça fait longtemps qu'il est pulvérisé. A priori, on est plutôt autour de 100 000 compléments alimentaires qui circulent sur la communauté européenne. Alors, compléments alimentaires, pourquoi compléments alimentaires, c'est une des formes principales de commercialisation des plantes actuellement.
Vous avez des plantes en vrac, en tisane, etc. Et puis après, vous avez des teintures qui ont souvent un statut de complément alimentaire. Les huiles essentielles ont souvent un statut de complément alimentaire. En fait, c'est le statut qui est privilégié par les gens qui vous vendent des plantes parce que c'est beaucoup plus simple pour eux au niveau du dossier. Ils ont juste besoin de déposer ce fameux dossier à la DGCRF. Ils n'ont pas besoin de faire un dossier d'autorisation de mise sur le marché de médicaments qui est lourd, qui est cher et que personne ne fait. Donc on n'a plus de médicaments à base de plantes, en fait. Depuis quelques années, plus personne n'en dépose. Par contre, tout le monde dépose des dossiers de compléments alimentaires. Alors, la petite hypocrisie de la chose, c'est que le complément alimentaire est censé venir compléter une alimentation normale. C'est sa définition juridique. Si votre régime alimentaire est normal, est-ce qu'on a besoin de 100 000 compléments alimentaires ? C'est juste une question que je pose. Voilà. Donc, si on a un régime alimentaire normal, sous-entendu équilibré, on ne devrait pas avoir besoin de tous ces produits. Par contre, si on a un régime alimentaire normal au sens statistique du terme, c'est-à-dire si on mange comme la moyenne des Français actuellement, ou si on mange de la junk food, ça peut être le régime alimentaire normal de nos jours, au niveau statistique, on est bien d'accord ? Là, on a peut-être besoin de quelques compléments alimentaires, effectivement, mais on a surtout besoin de manger mieux, à mon avis. Bon, donc ça, voilà, c'était une petite digression. On a des chiffres. Alors, tous les chiffres que j'avance sont des chiffres, c'est des documents. Là, c'est France Agrimaire, en l'occurrence, pour beaucoup de ces chiffres. Donc, voilà, je ne me permets pas d'avancer des chiffres sans les avoir pris sur des sources fiables, parce que sinon, c'est facile de raconter n'importe quoi. Donc, le marché, quand j'ai mis trois flèches, c'est pas qu'il augmente, c'est qu'il augmente. Donc, il augmente de manière spectaculaire. Celui du complément alimentaire, celui de l'aromathérapie, celui de l'herboristerie, des arômes et des fragrances, on les cite parce que c'est un marché qui consomme beaucoup de plantes. Voilà, on y pense moins, mais c'est un marché très, très, très consommateur de plantes. Le cosmétique, et dedans le cosmétique également bio et naturel, qui a le vent en poupe. Après, il y a plusieurs manières de faire du cosmétique bio et naturel. Donc là, pour vous donner une idée des chiffres, on est sur plus 65% en 4 ans. Pour le complément alimentaire phyto en pharmacie. Donc on est sur des taux de croissance à 2 chiffres par an. Alors ça fait rêver les investisseurs. Vous imaginez bien, plus de 15% par an, à quel endroit vous pouvez gagner autant de sous ? Donc on va voir que du coup, ça attire des investisseurs, en particulier des fonds de pension. Actuellement, quand vous achetez des huiles essentielles, vous avez des fonds de pension derrière, pour les grandes marques. Je ne parle pas du petit producteur, encore une fois. Et l'aromathérapie, on est à plus 67,7%. Et l'aromathérapie est un secteur considéré comme très porteur par les investisseurs. Et comme je vous disais, les fonds de pension rachètent massivement actuellement les boîtes d'aromathérapie. Je vous laisse imaginer ce que ça va donner sur la qualité. Bon. Donc le marché mondial des plantes sèches, là en vrac, c'est plus 4,7% par an. Et la demande de ressources sauvages, on a vu que 80% des plantes médicinales étaient d'origine sauvage, c'est plus 8 à 15% par an. Et là, on se dit, est-ce qu'on peut être toujours plus nombreux, consommer toujours plus de plantes qui sont d'origine sauvage, avec toujours moins d'espace naturel ? Il y a quand même quelque chose qui coince, sans être un expert en arithmétique, vous êtes d'accord ? Donc là, on voit bien qu'il y a quand même quelque chose à réfléchir et que c'est un peu urgent. Alors, il faut aller voir du côté du cueilleur. Ça, c'est super important parce que c'est l'étape que personne ne décrit, personne s'y intéresse, parce que c'est quand même là que ça commence la qualité de la plante. Et puis, la manière dont on va gérer l'environnement, c'est la manière dont on va ramasser. Donc, la question que je me suis posée, alors vous avez vu sur les photos précédentes, on voit des cueilleuses. Vous aviez une nonne sur la photo de droite qui cueillait pour alors ça, c'était pour un usage local. Elle cueillait pour un lama qui faisait certains soins avec la plante qu'elle avait ramassée. Mais l'autre ramassait pour le vendre sur le marché chinois et en gros pour payer les études du neveu, les soins de la mère parce que les soins sont payés en Chine, etc., etc. Donc c'était des cueillettes vraiment de subsistance là pour le coup. Et elle avait ramassé toute la station. Dans l'endroit où on était passé, là, elle commençait, puis après, elle a tout pris, ce qui n'est pas du tout la cueillette traditionnelle, où on en laisse toujours. Et je lui ai dit, mais pourquoi tu prends tout ? Elle m'a dit, de toute façon, sinon, c'est quelqu'un d'autre qui va ramasser. Vous voyez, donc là, on rentre dans d'autres logiques. Donc le cueilleur, le cueilleur, il est essentiellement dans des pays pauvres, mais pas que, puisqu'on a des publications qui montrent que 26% des foyers européens font de la cueillette, avec un gradient est-ouest. C'est-à-dire qu'on cueille beaucoup à l'est, où c'est plus pauvre, et on cueille beaucoup moins à l'ouest. Sur les foyers de l'ouest, on va être sur du 4-5%, et puis à l'est, on peut être sur du 30, du 40, du 50, si vous êtes en Roumanie, si vous êtes en Albanie, etc.
Donc ça, c'est important parce que, par exemple, la Grèce actuellement, le nord de la Grèce est dévasté par des cueilleurs albanais. Parce qu'il n'y a plus rien en Albanie, en fait. Donc ils descendent. Et ça, c'est un phénomène qui est bien connu. Donc on a une augmentation du nombre de cueilleurs avec la paupérisation des populations. Et ça, c'est un effet pervers du Covid. Il y a eu un rapport d'une ONG qui s'appelle Trafic. Trafic, c'est une ONG qui fait l'inventaire de l'état des populations sauvages et de tous les trafics, tout ce qui est illégal dans le commerce d'espèces protégées, entre autres. Et en fait, Trafic a fait un constat un peu difficile. C'est paru l'année dernière. Vous pouvez trouver le rapport en ligne, en anglais. Et ce rapport explique que 120 plantes de la médecine chinoise sont directement menacées par le Covid, parce que proposées dans le traitement du Covid. Donc du coup, vous imaginez, on est sur une pandémie. Donc vous imaginez l'importance de la demande. Alors, vous voulez de l'armoise chinoise pour le Covid, c'est pas compliqué, ça pousse partout. L'armoise chinoise, ça pousse dans mon jardin. Hein. Je veux dire, prenez des graines, vous semez de l'armoise chinoise, même si les autorités n'ont pas été très coopérantes sur l'armoise chinoise. Ça, il n'y a pas de problème. Par contre, vous avez une plante qui est menacée, c'est la réglisse. Et la réglisse, ça pousse beaucoup moins facilement que l'armoise chinoise. Hein. Je ne sais pas si vous avez déjà fait des essais, mais la réglisse, c'est une autre histoire. Et bien, la réglisse, qui est beaucoup utilisée en médecine chinoise asiatique, ils ont déjà dévasté une espèce de réglisse qui s'appelle la réglisse de l'Oural, qui a carrément disparu en sauvage. Et actuellement, le marché chinois se tourne vers la réglisse méditerranéenne. Et il y a vraiment une grosse pression sur cette plante. Et dans la réglisse, le bâton de réglisse que vous ramassez, c'est la racine. Hein, donc il faut déterrer la plante quand même. Alors ça paraît, voilà, une plante aussi banale que la réglisse, il y a des tensions sur ce marché-là. Donc l'autre sujet qui préoccupe Trafic, c'est que beaucoup de gens pauvres sont encore plus pauvres depuis le Covid. Et donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est pauvre et qu'on n'est pas qualifié et puis qu'on est dans une zone rurale ? On cueille. C'est le truc qu'on peut faire facilement, en fait, pour gagner un peu d'argent. Voilà. Sinon, après, on peut aller en ville, sous-louer travailler à vraiment bas coût et dans des conditions que vous imaginez, ou se prostituer, enfin bon, des choses pas très gaies. Mais la cueillette, ça reste encore une possibilité. Et donc, il y a une augmentation du nombre de cueilleurs. Le problème aussi, c'est que ces cueilleurs-là, c'est des gens qui vont ramasser des plantes. Mais on leur dit, il faut ramasser telle plante. Ce n'est pas des plantes qui ramassaient spontanément pour leur usage personnel ou local. Et donc, ils vont ramasser des plantes qu'ils connaissent mal et où ils ne savent pas très bien comment il faut les ramasser pour que ce soit respectueux. Donc, il y a ce qu'on appelle les bonnes pratiques de cueillette qui, dans ces contextes-là, ne sont pas respectées. Et vous avez des travaux qui ont été faits par des ethno-écologues qui ont montré qu'il y avait deux types de cueillettes. En gros, vous avez la cueillette qu'on appelle la cueillette de confiance. Alors là, je vous renvoie à Magali Amir et autres. Cueillette de confiance, c'est vous ramasser pour des gens que vous connaissez. Vous ramassez pour vous ramassez pour votre famille, vous ramassez pour votre village, vous ramassez globalement pour un petit cercle. Et là, vous allez ramasser ce qu'il y a de mieux, de la meilleure qualité au meilleur moment. Vous allez vraiment choisir et vous allez être généralement très respectueux avec une très très belle qualité. Par contre, quand vous ramassez pour quelqu'un que vous ne connaissez pas, qui est à l'autre bout du monde, que ça va passer par 6 ou 7 grossistes. Hein. On a décrit en gros 6 ou 7 intermédiaires entre la personne qui cueille et l'ultime grossiste qui vend aux fabricants. Donc, ça c'est des exemples chinois, hein, mais en tout cas il y a beaucoup d'intermédiaires. Donc chaque intermédiaire prend sa marge et le cueilleur est très mal payé. Donc quand c'est très mal payé, vous faites quoi ? Imaginez, vous devez ramasser et vous êtes mal payé. Qu'est-ce que vous faites ? Vous ramassez ce qui est le plus facile à ramasser, au plus près de chez vous. Et si c'est pas très joli, si c'est un peu fané, si c'est... Bon, après, tout ça pourrait être réduit en poudre. Hein, vous vous prenez pas la tête. Et là, je vais vous donner un exemple bien français. J'habite en Chartreuse, et je vois mon voisin en train de secouer un frêne au mois d'octobre. Et puis de ramasser les feuilles. Je lui dis, mais vous faites quoi, là ? Il me dit, je ramasse des feuilles de frêne pour la coopérative. Je dis, ah bon, en octobre ? En octobre, hein, toute la sève est redescendue, donc votre feuille de frêne, il n'y a plus de principe actif dedans. Il me dit, oui Aline, avec ce que je suis payée, regardez là, j'ai même pas besoin de les faire sécher. Voilà, alors c'était pas méchant de sa part, hein, mais je crois qu'à l'époque, il était payé 8 francs du kilo sec. 8 francs du kilo sec, ça veut dire qu'il faut en ramasser 6 ou 7 kilos frais pour toucher 8 francs. Bon, pourquoi vraiment s'embêter ? C'était tellement plus simple de faire comme ça. Et tout ça, ça partait dans un circuit d'herboristerie. Voilà. Et donc là, vous avez typiquement une cueillette commerciale qui n'est pas une cueillette de confiance, qui est on fait ce qu'on peut au plus vite pour toucher un peu de sous, quoi.
Et là, je vous parle de quelqu'un qui n'était pas dans le besoin. Mais imaginez effectivement que votre mère soit malade, il faut payer les soins, vous n'avez pas d'argent pour acheter à manger. Voilà. Donc vous allez faire du volume. Mais le volume et la qualité, ce n'est pas toujours compatible. Donc là, vous voyez se profiler les solutions. On va les voir. Alors, on a des cueilleurs qui vont être lâchés, qui ne sont pas formés, qui ne sont pas régulés, parce que oui, il peut y avoir une législation sur une plante qui dit il ne faut pas la ramasser, ou il faut la ramasser comme ci. Mais dans la plupart des pays, qui respecte la législation? Alors déjà, il faut que vous ayez un policier derrière. Mais par exemple, au Tibet, là où l'endroit que je vous ai montré, le chef de la police, c'était aussi le chef des cueilleurs. Bon, donc c'était réglé, voilà. Et après, je ne sais pas s'il y en a qui habitent dans des parcs ou... enfin, un des sports favoris des habitants des territoires, c'est de ramasser plus que ce qui est autorisé. Enfin, genre, bon, le génépi, j'en prends 3 fois plus. Une poignée, je vais en prendre 4. Enfin voilà, il y a quand même... c'est difficile de se restreindre et de respecter certaines législations pour plein de raisons, hein, dont on pourrait discourir. Mais voilà, c'est pas toujours évident. Je pense que moi-même, je n'ai pas toujours respecté la législation sur la vulnéraire, par exemple. Bon, j'en ai pas ramassé des centaines de kilos, hein, mais je suis pas sûre que j'ai respecté la poignée. Bon, voilà, ça fait réfléchir un petit peu. Et puis, on a une autre question alors qu'on se pose. Ça, c'est une question de recherche qu'on n'a pas encore explorée, mais c'est qu'actuellement, bon, on a tous envie de revenir ramasser les plantes sauvages, d'être autonome, ce qui part d'un bon sentiment. Mais ce qu'on voit, nous, souvent, alors on fait des sorties plantes, on monte des plantes aux gens. Et puis, moi, ça m'est arrivé plusieurs fois de faire une sortie, de revenir le soir. Il y avait une plante qui avait totalement été ravagée sur tout le secteur où on l'avait montré. En l'occurrence, c'était un poireau sauvage, un aérocambole. Et en fait, les gens sont revenus, ils en ont ramassé plein. Et puis chacun en a ramassé en laissant jusqu'au dernier. Il est arrivé, il y en avait 2. Il s'est dit, oh bah 2. Voilà. Et donc là, on se pose vraiment la question de si on se met tous à ramasser plantes sauvages sans être formés, sans être sensibilisés, qu'est-ce qui va se passer? Et ça, vous avez maintenant des cueilleurs professionnels qui commencent à arriver sur des stations où pour eux c'est vital, hein, c'est leur mode, c'est leur métier. Et c'est complètement ramassé par tout un tas de gens qui sont passés avant avec de bonnes intentions, hein, attention. Mais c'est toujours cette règle arithmétique, est-ce qu'on peut être toujours plus nombreux, lâchés sur des espaces naturels toujours plus restreints et faire ce qu'on veut? Et ça, c'est une question générale qu'on se pose beaucoup sur la gestion des espaces naturels, hein, tout simplement. Voilà, et donc les plantes médicinales font aussi partie de la problématique. Donc, très clairement, une des solutions qui se profile et qui est capitale, c'est les bonnes pratiques. Et on va voir qu'il y a des gens qui travaillent là-dessus depuis très longtemps. Il y a des gens qui sont très engagés dans cette démarche. Et donc, vous pouvez acheter des plantes qui ont été ramassées ou cultivées selon de bonnes pratiques. Je vais vous donner évidemment tous les labels et les possibilités de ce côté-là. Donc, si on revient à nos pauvres plantes, à quoi elles sont soumises? Elles sont soumises à une anthropisation des milieux. Alors, vous savez qu'on a des problèmes sur l'arnica ces derniers temps. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Mais pas besoin d'aller très loin. Hein. Maintenant, on a des problèmes à la maison. Hein. Donc, l'arnica, vous n'en avez peut-être pas entendu parler, mais il y a 2 ans, l'arnica est essentiellement l'arnica qui fournit le marché de l'arnica, tous les produits que vous connaissez, les crèmes, les baumes, etc., est ramassé essentiellement dans les Vosges. Et en fait, dans les Vosges, il y avait 10% de ce qu'il y a d'habitude il y a 2 ans. C'est-à-dire que 90% de l'arnica avait disparu. Pour des raisons climatiques, pour des raisons de pression de cueillette, pour des raisons d'anthropisation, avec des modifications des sols, etc. Donc ça a posé quand même pas mal de problèmes. Il y a eu quelques mauvais réflexes au départ qui ont été d'augmenter les prix pour pousser quand même les cueilleurs à cueillir. Mais bon, là, il y a quand même eu... les gens se sont rendus à l'évidence, c'était plus possible. Et donc, depuis l'arnica, il y a un petit traumatisme quand même chez les fabricants qui ont compris que le sourcing pouvait quand même devenir un problème. Et donc, il y a un sursaut d'un certain nombre d'entreprises, mais ça, je vous en reparlerai à la fin. Donc, anthropisation des milieux, déforestation, évidemment, diminution de manière générale des aires naturelles, hein, puisque vous savez qu'on bétonne, voilà, on perd sans arrêt des aires naturelles. Je ne sais plus qu'il y a une surface d'un département français, c'est bétonné très régulièrement, enfin voilà. Bon, le réchauffement climatique, ça, je n'ai pas besoin de revenir là-dessus. Je pense qu'on va avoir quelques conséquences sur un certain nombre d'espèces de l'été qu'on vient de passer et plus généralement des dernières années de celles à venir. Vous savez que les espèces remontent. Hein, on voit, la lavande est en train d'arriver en Savoie. Alors bon, peut-être qu'on n'aura plus de lavande plus bas, mais qu'elle sera plus haut. Mais enfin, tout ça, quand même, se pose un certain nombre de questions.
L'augmentation démographique, ben oui, effectivement, on est toujours plus nombreux. Alors là, il y a des signes que ça s'infléchit, mais il va falloir quand même que ça s'infléchisse, que ça se régule quand même. Je ne dis pas ça. Ma conclusion n'est pas que je suis pour la contraception à l'issue de cette conférence, hein, mais c'est aussi une des données du problème, le fait qu'on soit en expansion démographique permanente et la notion de croissance permanente. Et puis, vous l'avez vu, les marchés sont en demande croissante, exponentielle. C'est un marché, je ne l'ai pas précisé, mais qui n'a connu aucune crise. 2008-2009, le marché montait. Covid, le marché montait. Voire même monté très fort. Donc, il n'y a pas... Voilà, c'est un marché qui ne fait qu'augmenter. Jusqu'à présent, en tout cas. Après, s'il n'y a plus de plantes, il va peut-être diminuer, mais c'est sans doute ce qui risque d'arriver si on ne fait pas attention. Voilà, donc on a vu que la cueillette, malheureusement, était l'unique ressource pour beaucoup de gens. La corruption, je l'ai suggéré, mais ce n'est pas que suggéré. Dans la plupart des pays pauvres, même s'il y a une législation, il n'y a personne pour la faire appliquer. Hein. Et donc, si votre voisin ne la respecte pas et ramasse tout et vous n'avez rien, du coup, vous ramassez. Donc ça, c'est vraiment des logiques toutes bêtes, mais qu'on voit régulièrement. Non-respect des conventions. Il y a des plantes qui sont quand même sujettes à des régulations, mais pas nécessairement respectées. Et l'absence de formation des cueilleurs. On va revenir là-dessus, parce que ça, pour le coup, on peut faire quelque chose. Voilà. Alors, la culture... C'est vrai que le réflexe, en général, quand on dit aux gens « mais qu'est-ce que vous proposez comme solution ?» Mais la culture. Alors oui, c'est un des éléments de la réponse, mais vous allez voir que ça n'est pas suffisant. En fait, la culture ne suffit pas à protéger la plante sauvage. Heureusement qu'elle y est dans un certain nombre de cas, et ça sera sans doute l'ultime réponse dans la plupart des cas, mais c'est pas la solution. J'y reviens un tout petit peu après. Alors, il y a une problématique que je n'ai pas évoquée. On pense à la disparition des plantes, mais il y a quelque chose qui se passe bien avant la disparition. C'est ce qu'on appelle l'érosion génétique. Alors ça, je ne sais pas si c'est une notion dont vous êtes familier. Non ? Alors, un exemple que je donne souvent, c'est si vous prenez cette salle, on va raisonner non pas sur des plantes, mais sur des êtres humains. Et on va prendre simplement le facteur corpulence. Et on va voir que dans cette salle, il y a une biodiversité assez importante au niveau de la corpulence. Et donc, il y a des gens qui ont des métabolismes de stockeurs et d'autres qui ont des métabolismes où ils brûlent un petit peu toute l'énergie. Si demain, on a du mal à se nourrir, les stockeurs vont être avantagés. Actuellement, les stockeurs sont désavantagés en société d'abondance parce qu'ils prennent du poids, ils ont des maladies métaboliques. Mais demain, ils seront avantagés s'il faut stocker parce qu'il n'y a pas grand-chose à manger. Et donc, ça, c'est pour vous dire que le fait d'avoir de la diversité génétique dans une population, ça permet à la population de s'adapter à des changements. Et quand vous avez une grande diversité génétique, revenons à des plantes, que ça se réchauffe, qu'il y a de la sécheresse, etc., vous avez toujours une partie des individus qui vont être mieux adaptés. Et c'est ceux-là qui vont permettre la survie et l'évolution de l'espèce, pendant que les autres vont disparaître. Donc, on sait que là, on va être... alors ça, déjà, cette diversité génétique, elle est importante pour l'évolution normale, mais dans les circonstances actuelles où il faut évoluer très vite, c'est très important qu'il y ait de la diversité génétique pour les plantes sauvages. Sinon, vous pouvez avoir des plantes où apparemment il y a une population relativement importante, mais comme il n'y a plus de diversité génétique, en fait, cette population, au prochain changement, elle disparaît. Parce qu'il n'y aura pas d'individu capable de s'adapter. Alors ça ne se voit pas. Il n'y a rien de visible. Et pourtant, c'est quelque chose qui est tout à fait authentique et qui est très bien connu par les biologistes de l'évolution. Donc quand vous ramassez en particulier des fleurs, vous voyez tout à l'heure on ramassait de l'hélicryse, on a ramassé un tiers des fleurs, on a quand même contribué à éroder la diversité génétique de l'hélicryse sur ce territoire. C'est très clair. Il y a quand même eu des graines, elle s'est quand même multipliée, mais avec beaucoup moins de diversité génétique que ce qui était prévu normalement. Voilà. Et puis, dernière chose, c'est un marché qui est un marché, on a vu, très attrayant pour les investisseurs. Il y a beaucoup d'intermédiaires qui font leur marge. Il y a beaucoup de spéculation et il y a beaucoup de circulation de marchandises, un petit peu comme ce que vous connaissez pour l'alimentaire. Voilà, on va spéculer, on va vendre, on ne va pas vendre à un moment donné, on va stocker. Alors, tout ça, ça veut dire que votre plante qui a été ramassée là, elle a été stockée 6 mois ici, revendue ici, restockée là, revendue là, dans des conditions plus ou moins erratiques. Donc on a des descriptions d'entrepôts en plein soleil remplis de plantes, avec des plantes qui cuisent à petit feu dedans. Puis après on a des descriptions où tout ça finit par arriver chez le fabricant qui dit « Oh, c'est un peu moisi, c'est pas grave, je repasse au four ». Ou bien il y a un petit peu des crottes de rat comme dans le piment. Vous avez peut-être lu ça il y a un livre qui s'appelle « Vous êtes fou d'avaler ça » où il décrit les pratiques de l'industrie agroalimentaire. On a la même chose. Oh, bon, c'est pas très joli, on réduit en poudre.
Après, en poudre, plus personne ne voit rien. Hein. Et puis voilà, ça a été ramassé il y a 6 ans, c'est pas grave, je vais réétiqueter. Et je change la date. Parce qu'en fait, faut que vous compreniez que c'est un marché qui se contrôle tout seul. Il n'y a pas des gens qui vont... Il n'y a pas des fonctionnaires payés par l'État pour aller voir un petit peu ce qui se passe. À DGCRF, il y en a, mais ce n'est pas ça qui vérifie. Puis ils sont peu nombreux. Donc, en fait, tout est basé sur l'autodéclaration et l'autocontrôle. Et la question, c'est est-ce qu'on peut faire confiance à l'autocontrôle dans une industrie? Je vous laisse répondre. Des fois, oui. Et souvent, non. Alors, tout ça, vous voyez se profiler le fait que si on a un cueilleur mal payé, au niveau de l'environnement, ce n'est pas terrible. Pour le cueilleur non plus, ce n'est pas terrible. Et bien, pour la qualité, c'est désastreux. Parce que vous êtes au bout de la chaîne, vous achetez un produit. Si ça a mal commencé, puis que ça a mal continué, qu'est-ce que vous achetez? Souvent, des choses pas très efficaces. Alors ça, c'est des choses qu'on a beaucoup vécues en tant que thérapeute. À une époque, j'utilisais une marque bien connue, j'avais des retours qui n'étaient pas terribles sur certaines plantes, puis j'ai changé, à un moment donné je suis passée sur une petite productrice où là il n'y avait aucun intermédiaire, je savais comment c'était ramassé, stocké, etc. D'ailleurs c'était pas stocké parce que... Et là tout à coup cette plante que tout le monde me disait, dont tout le monde me disait bof, elle n'est pas terrible, tout le monde l'a trouvée efficace. Je me suis dit tiens, il y a quand même une franche différence. Donc la qualité est étroitement liée à tout cela. Et en fait, ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est que l'éthique, il y a une éthique environnementale, sociale, qui sont directement liées à la qualité du produit. Si on veut de la qualité, il faut avoir assuré quand même un minimum d'éthique et de pratiques saines au niveau social et au niveau environnemental. Tout est lié. C'est systémique. Donc on aime bien découper tout pour dire qu'on règle les problèmes juste au milieu d'un secteur sur une chaîne, mais si on n'a pas réglé en amont, en aval, ça ne fonctionne pas. Voilà, donc vraiment ce statut du cueilleur est directement lié à la qualité. Alors revenons encore sur ce cueilleur qui est mal formé. Tout à coup, on lui dit, c'est un cueilleur, on dit, je vais donner un exemple qui est assez connu parce que nous, on voit après le résultat. On lui dit, va ramasser du desmodium. Oh, je ne sais pas ce que c'est. Tiens, c'est ça, là, tu ramasses ça. Ok. Alors il part ramasser du desmodium. Desmodium, vous avez des centaines d'espèces. L'espèce médicinale, c'est Desmodium adscendens, mais ce n'est pas les autres. Et il y en a plein qui se ressemblent. Donc quand il arrive le cueilleur qui doit faire du volume, il n'est pas expert en botanique, il n'a pas l'habitude de ramasser cette plante, qu'est-ce qu'il fait? Il ramasse un peu tous les desmodiums qu'il trouve. Est-ce qu'après le grossiste va aller vraiment vérifier ça? Peut-être bien que oui, peut-être bien que non. Et ensuite, ça va peut-être être réduit en poudre à un moment donné, et vous allez vous retrouver avec on ne sait pas trop quelle espèce. Et actuellement, Desmodium, vous connaissez tous ça comme l'ami du foie, une plante hépatoprotectrice, etc., etc. On a de plus en plus de signalements en pharmacovigilance d'hépatotoxicité de produits à base de Desmodium. Pourquoi? A priori parce qu'on n'a pas la qualité et sans doute pas toujours la bonne espèce. C'est quand même dommage. La démarche au départ, elle est intéressante, de vous dire je vais protéger mon foie, je vais prendre une plante, je vais me soigner naturellement. Sauf que la filière est un peu perverse et que vous vous retrouvez avec un truc qui crée l'effet inverse de celui que vous recherchez. C'est ballot, quoi. C'est carrément énervant et voire pire que ça pour quand on est thérapeute. Mais voilà. Mais malheureusement, c'est ce qu'on constate sur le terrain. Donc vous avez des erreurs d'identification qui ne sont pas volontaires. Le cueilleur n'est pas pervers, il ne se dit pas je vais lui mettre un mauvais desmodium. Non, il a juste confondu les deux. En plus, c'est une plante qui court un peu sur le sol. Puis quand il ramasse ça un peu vaste, enfin un peu largement, il ramasse aussi d'autres choses que du desmodium. Voilà, et donc ça, c'est un truc qu'on connaît bien, c'est les contaminations par d'autres plantes. Et là, pour le coup, moi j'ai plein d'exemples en France où j'ai acheté des sachets dans des tas d'endroits, et quand on ouvre le sachet, on a quand même parfois des mauvaises surprises. On voit bien qu'il y a plusieurs plantes. Après, moi, j'ai l'expérience chez des pharmaciens, des herboristes, où je pourrais vous raconter. Une fois, j'ai commandé une mélisse qui avait été ramassée 4 ans avant. Alors, si vous connaissez un peu la mélisse, une mélisse qui a 4 ans, ça ne sert plus à rien. Et en plus, quand vous ouvrez qu'il y a 80% de tiges et quasiment pas de feuilles et aucune odeur, voilà, il n'y avait pas de qualité, quoi. Et j'ai eu la même chose avec la Reine des Prés. Et il y a une fois, j'avais acheté une aspérule. Il y avait au moins 3 plantes avec l'aspérule dans le même sachet. Enfin voilà, c'est pas toujours au top. Et y compris dans des filières. Là, ce que je vous décris, c'est dans des filières de qualité pharmaceutique ou même dans certaines boutiques d'herboristerie.
Donc il faut quand même être... alors normalement, le travail de l'herboriste et du pharmacien, c'est quand même de vérifier tout ça. Hein. Et quand ils sont consciencieux, qu'ils connaissent bien leur boulot et qu'ils aiment ce qu'ils font, vous n'avez pas ce genre de problème. Mais on ne peut pas faire une confiance aveugle, malheureusement. Donc, vous avez ce qu'on appelle les malfaçons. Les malfaçons, c'est que du coup, c'est pas très bien fait, mais c'est pas volontaire. On n'a pas voulu vous gruger, mais on a mal fait parce qu'on n'est pas très compétent, tout simplement. Et après, vous avez les contrefaçons. Là, c'est différent. La contrefaçon, c'est on met rien dans la gélule, et puis voilà, ou on met de la poudre d'autre chose, on le sait, mais on s'en fout. Alors, la contrefaçon, ça gangrène le marché du médicament. Hein, ça, vous savez peut-être qu'une grosse partie des médicaments qui circulent dans les pays du Sud sont des médicaments de contrefaçon. Vous avez même maintenant un diplôme de délinquance pharmaceutique à Paris, parce que c'est un vrai problème. Il y a des pays, voilà, vous achetez le médicament et c'est autre chose dedans. Et on a aussi ça en phytothérapie. Il y a quand même des gens qui font de la contrefaçon sans aucun état d'âme. Parce que vous, quand vous achetez un truc avec une poudre, au bout de la poudre, vous ne saurez jamais ce que vous avez dedans. Donc, vous avez intérêt à avoir une filière très traçable. Autre chose qui doit nous interroger, c'est qu'avec la mondialisation, alors, ça existait déjà à l'époque antique, c'est décrit dans tous les textes antiques, on aimait bien faire venir des plantes de loin, et on est toujours convaincu que les autres ont des plantes beaucoup plus intéressantes que les nôtres, et qu'ils ont une médecine traditionnelle beaucoup plus puissante que la nôtre. Donc on va aller chercher la médecine chinoise, la médecine tibétaine, la médecine ayurvédique, la médecine africaine, la médecine, tout ce que vous voulez, et on va fantasmer quand même pas mal sur leurs produits. Et ça, c'est très ancien, parce que je vous dis, c'est décrit de l'Antiquité, il y a dans Pline, il s'amuse de ça déjà, et même dans Montaigne, il s'amuse de ça, parce qu'il a fait un essai il y a un essai de Montaigne sur la médecine, et il dit, oh là là, dans les pays lointains, je suis sûr que si on envoyait nos choux, ils trouveraient ça formidable. Hein. Nous, on fait venir de l'aloe sucotrin et on trouve ça magique, mais envoyons-leur nos choux. Et donc, il y a vraiment... et ça, c'est quelque chose, pour le coup, en tant qu'anthropologue, j'ai quand même circulé dans pas mal de pays, et c'est vrai que nous, on avait l'impression que la médecine tibétaine, c'était fantastique, mais au Tibet, ils vont fantasmer sur la lavande et la sauge. Donc, il y a vraiment toujours cette... faut l'interroger d'ailleurs, toujours cette conviction que la plante la plus puissante n'est pas chez nous, mais elle est ailleurs. Et pourtant, on en a des plantes très puissantes chez nous. Mais on les a un peu oubliées, pour plein de raisons. Il y a aussi des effets de mode en phytothérapie. Et puis après, il y a aussi des lobbies de la médecine traditionnelle. Et là, je suis désolée, c'est pas que j'aime pas la médecine traditionnelle chinoise. Mais la médecine chinoise, c'est aussi une machine commerciale. Et c'est aussi une machine politique. Xi Jinping a tout un discours sur le fait que la médecine traditionnelle chinoise doit pénétrer le marché occidental et le marché mondial, que c'est un outil aussi pour faire progresser la pénétration de l'idéologie chinoise. Vous avez beaucoup de gens à l'OMS qui sont des médecins chinois, et l'OMS survalorise la médecine chinoise et pas beaucoup moins les autres médecines traditionnelles. Donc là, il y a des enjeux politiques aussi, mais on n'en parle jamais. Il faut savoir qu'actuellement, le premier publicateur de pharmacologie dans le monde, c'est la Chine. Ils publient à tour de bras en pharmacologie pour légitimer en fait leurs médicaments. Et il y a eu pas mal d'enquêtes qui ont montré, par exemple, qu'ils ont des agences pour fabriquer des faux articles scientifiques. Donc vous arrivez en disant, j'aimerais bien dire que ma plante très très bien dans l'hypertension. Ok, on vous écrit ça. Et donc il vous faut un faux article scientifique qui passe dans une revue avec des relecteurs qui ne voient rien du tout, parce qu'on a un problème en science, c'est l'inflation des revues scientifiques, où du coup la qualité des articles parfois problématique. Bon, tout ça pour dire qu'on est dans un monde un petit peu impitoyable. À une époque, on voulait, avec l'amie avec laquelle j'ai fondé Jardin de Mémoire, on voulait faire un travail qu'on aurait appelé Plantes et Pouvoir, parce que c'est quand même un monde où il se passe tous les enjeux de pouvoir que vous avez ailleurs, vous les retrouvez aussi dans le monde des plantes. Mais rassurez-vous, on va voir des choses plus rassurantes. Donc la prise de conscience est laborieuse, vous avez vu qu'il y a un biais de perception. Le principal biais de perception, c'est aussi quand les gens imaginent le monde végétal, ils voient un magma vert. Donc tant que vous voyez du vert, vous avez l'impression que tout va bien. Alors, je dis ça, moi, pendant longtemps, j'avais ce biais-là et je l'ai encore. Il faut vraiment aller voir dans le détail et avoir un peu de notion de botanique pour se rendre compte qu'une toute petite plante là est disparue. On a une perception du végétal qui est quand même beaucoup moins précise, surtout quand on ne l'utilise pas, que la perception du monde animal. Sauf les insectes, où là c'est assez flou aussi en général. Il y a des effets de mode. Ça c'est vraiment... donc il y a des modes sur des plantes. On a un peu l'illusion que le fait de la cultiver protège une plante, mais ça c'est bien démontré. Même si elle est cultivée, on continue à aller chercher en sauvage pour des raisons de coût, toutes bêtes.
très très basique. Et puis on a, ça a été décrit, c'est qu'en fait on va se déplacer, le marché se déplace. Donc imaginez, je donnais l'exemple de l'Albanie. Vous êtes en Albanie, vous ramassez. Il n'y en a plus. Il n'y a plus d'hélicryse en Albanie. On prend sa voiture, on va un peu plus loin, puis un peu plus loin, puis un peu plus loin. Et puis à un moment donné, on se retrouve en Grèce, en fait, en train de ramasser l'hélicryse grecque. Et donc le marché se déplace. Donc quand il n'y en a plus là, il va là. Quand il n'y en a plus là, il va là. Quand il n'y en a plus là, il va là. Quand il n'y en a plus là, il va là. Et c'est quand il n'en reste plus au dernier endroit qu'on se rend compte qu'elle est en train de disparaître. Donc le marché ne voit pas. Il ne voit que pour l'arnica, par exemple, quand l'endroit où il y en a le plus, justement, il n'y en a pas. Et ce n'est pas les autres petites stations à droite à gauche qui peuvent combler. Donc le marché est aveugle, sauf en dernière extrémité. Les acteurs économiques ne parlent pas de ça, ou en tout cas n'en parlaient pas. C'est en train de changer là depuis, je dirais, 1 à 2 ans. C'est-à-dire que, oui, les fabricants ont commencé à prendre conscience de ça. Alors, je le dis quand même, je ne suis pas une fan de l'industrie du cosmétique, mais le fait est que le cosmétique est beaucoup plus mobilisé sur ces questions de ressources depuis longtemps que le médicinal. Le cosmétique, alors il y a des raisons d'image aussi, hein, mais pas que. Mais il y a beaucoup d'initiatives de l'industrie du cosmétique autour du sourcing, et ils ont pris conscience, pour X raisons, hein, mais ils ont pris conscience bien avant le monde médicinal de cette problématique de ressources. Et donc d'ailleurs, actuellement, je vais vous expliquer, on est en train de proposer des pistes, et on va s'inspirer de certaines initiatives venant du cosmétique, parce qu'ils sont beaucoup plus avancés. Donc c'est pas la peine de réinventer l'eau chaude. Et puis, alors ça c'est vraiment un constat, moi j'interviens dans pas mal de formations, des diplômes universitaires, des écoles d'arboristerie, etc., etc. Alors les soignants, jusqu'à présent, n'ont aucune conscience du truc puisqu'on ne leur en parle pas. On ne nous en parle pas dans les cours. Et donc, quand on vous apprend que tout va bien, vous pensez que tout va bien. Je préciserai que beaucoup de formations sont quand même en lien très étroit avec des entreprises du complément alimentaire. Et que quand c'est une formation d'entreprise, évidemment, les entreprises ne se tirent pas des balles dans le pied. Donc, elles disent que tout va bien. D'où l'intérêt de ne pas se faire former par des entreprises, autant que possible. Voilà. Et le public, lui, il n'est pas au courant parce qu'on ne peut pas être expert de tout, être au courant de tout. C'est déjà compliqué de bien se nourrir. Maintenant, c'est encore compliqué de bien se soigner. Il y a des gens, bien sûr, qui sont au courant, mais il n'y en a pas tant que ça. Alors, l'idée, ce n'était pas de vous culpabiliser, hein, mais l'idée, c'était on commence par prendre conscience, puis après, on agit. Alors, je vais donner quelques exemples de plantes en danger. Donc les snow lotus, ça c'est pas celui qu'on a vu tout à l'heure, c'en est un autre, vous voyez, toujours qui pousse dans ce biotope très particulier. Donc ça c'est en train de disparaître. Là où ce que je vous ai montré au départ, là dans le CAM, il n'y en a plus du tout. Les rhodioles, alors rhodiola rosea, il y a des problèmes. Hein. La rhodiole adaptogène d'ici, il y a des problèmes. Et vous savez qu'on a des stations en Chartreuse de rhodioles, il y a des gens qui commencent à les ramasser là-bas. C'est des toutes petites stations, ça va être dévasté tout de suite. L'arpagophytum, qui est une plante d'Afrique du Sud, actuellement, on a bien montré que les gens ne ramassaient pas les bonnes espèces, j'y reviendrai. Bois de rose, il est complètement dévasté par la déforestation, il ne faut vraiment plus l'utiliser. Santal blanc, etc. Prunier d'Afrique, encens, myrrhe, conifère. Rovolfia, c'est une plante qui est utilisée dans les produits Beljanski. Galanthus. Alors Galanthus, ça c'est juste une histoire, il faut la raconter quand même, ça mérite. C'est le perce-neige. Et dans le perce-neige, vous avez de la galantamine. Et la galantamine est, alors je dis les grands mots, anticholinestérasique. Et ça, il y a eu une espèce de mode où on cherchait des substances anticholinestérasiques parce qu'on supposait qu'elles étaient efficaces dans la maladie d'Alzheimer. Gros marché. Donc, on a extrait cette galantamine et développé un médicament. Là, pour le coup, un médicament avec une substance unique, qui est donc la galantamine, qui s'appelait le Réminil et qu'on donnait dans l'Alzheimer. En fait, ça ne marche pas. Ça ne marche pas, il y a des effets secondaires, ce n'est pas très efficace. Donc le produit a été déremboursé il y a 2-3 ans, ça a fait hurler les neurologues. Je précise que le budget des anti-Alzheimer inefficaces était supérieur au budget de l'homéopathie. Ça, c'est juste un détail qui a été soulevé à cette occasion, c'était intéressant. Et en fait, on a dévasté tous les perce-neige du Caucase et d'Europe et d'Europe de l'Est pour fournir un marché d'un médicament qui ne fonctionne pas. Bon, voilà, c'est pour vous dire que le marché peut être quand même totalement absurde. Hydrace du Canada, c'est pour la berbérine. La berbérine, il y aurait plein de choses à en dire. On verra peut-être au moment des questions. C'est dommage parce que la berbérine, il y en a dans l'épine vinette. On n'est pas obligé d'aller chercher Hydrace du Canada. Voilà. Et alors, on a des choses qui sont très inquiétantes. Par exemple, à l'échelle d'un pays, au Maroc, il n'y a plus d'origan bientôt et plus de romarin. Ce n'est pas des plantes en voie de disparition dans l'absolu,
Mais qu'est-ce qu'on fait au Maroc ? On ramasse du romarin pour le distiller. Sauf qu'il n'y a pas de bois pour faire marcher l'alambic. Alors, on arrache le pied de romarin, on coupe la partie qu'on veut distiller et on utilise le bois pour faire tourner l'alambic. Donc, vous imaginez les stations de romarin dans quel état elles sont ? Il n'y en a plus. Et l'origan dans le Rif, il n'y en a plus non plus parce qu'on le distille. Et donc, il faut des gros volumes. Donc, le Maroc, actuellement, est en grande difficulté sur ces plantes qui sont des plantes banales. Alors, pourquoi cultiver n'est pas la solution ? C'est une des solutions, enfin, ça fait partie de la solution, mais ce n'est pas la seule solution. Donc, d'abord pour des questions de coût. Après, parce que vous avez des plantes qu'on ne sait pas cultiver. Les saussures-laineuses, bon courage. Il y a des Anglais qui arrivent à en cultiver 2-3 là, à Kew, mais cultiver dans un éboulis à 4000 mètres d'altitude des plantes, ce n'est pas très viable. Et puis, vous avez des plantes qu'on peut cultiver, mais quand vous les cultivez, vous les changez de biotope. Et quand vous les changez de biotope, elles ne fabriquent plus les mêmes principes actifs. Exemple très simple, l'Edelweiss. Tout le monde connaît l'Edelweiss, ça a des jolis petits poils, ça fabrique des antioxydants en altitude, évidemment, c'est soumis à du stress environnemental. Vous les descendez, ça pousse très bien dans votre jardin, mais vous remarquerez qu'ils perdent leurs poils. Ils n'ont plus besoin de se défendre contre le stress environnemental, donc plus de poils, mais plus d'antioxydants non plus. Donc ce que vous allez faire avec votre Edelweiss que vous avez descendu de 2000 mètres, oui, ça sera, dans l'absolu, ce sera de l'Edelweiss. Mais ça n'aura pas du tout les mêmes propriétés qu'un Edelweiss sauvage. Donc on a aussi cette difficulté-là quand on change de biotope. Et ça nourrit une querelle entre le sauvage et le cultivé, où les gens qui font du sauvage vous disent que le sauvage c'est plus puissant, et les gens qui font du cultivé vous disent que le cultivé c'est plus prévisible parce que c'est standardisé. Et voilà, et ça c'est une querelle, ça fait 20 ans que je suis en phytothérapie, ça fait 20 ans que j'entends les arguments des uns et des autres. Bon, peut-être qu'un jour on sera obligé d'avoir du cultivé tout simplement parce qu'il n'y aura plus de sauvages, ça réglera le problème. Voilà, et vous voyez, donc on a qu'une partie des plantes médicinales qui sont cultivées, et après tout ce qu'on a déjà évoqué, le pillage, la méconnaissance, etc. Et alors, ça a un effet pervers, tout ça aussi, la culture, c'est que ça stimule la production de clones. Vous savez qu'il y a, par exemple, le lavandin, c'est un clone, vous avez c'est un hybride, mais qui est cloné, et vous avez la même plante, en fait, sur tout le champ. Alors ça, pour l'érosion génétique et la biodiversité, c'est pas terrible. Et aussi, ce que vous connaissez peut-être moins, c'est qu'on fait des OGM de plantes médicinales actuellement. C'est-à-dire qu'on va aller prendre, par exemple, un gène dans la saussure laineuse qui fabrique tel principe actif, on va aller le mettre dans une plante beaucoup plus banale, pour avoir des usines à principe actif, en fait. Et donc, les Chinois font énormément d'OGM de plantes médicinales, mais pas que. Et donc, du coup, ça stimule aussi ça. Alors, l'arpagophytum, je donne quelques cas, puis après, on va voir les solutions, parce qu'il y en a. Il est cultivé, mais les gens le ramassent en sauvage. C'est des populations très pauvres d'Afrique du Sud. Et actuellement, quand vous achetez de l'arpagophytum, théoriquement du Procumbens, on a des études qui montrent que très souvent, c'est du Zaïre, une autre espèce, moins efficace. Et parfois, ce n'est pas de l'arpagophytum du tout. Mais comme souvent c'est vendu sous forme de poudre, il faut faire une étude génétique de la poudre qui est dans la gélule pour pouvoir arriver à ce constat. Et donc, de manière générale, quand vous achetez des poudres, c'est très difficile de savoir ce que vous avez dedans. Il vaut mieux acheter une plante en vrac quand même, on a plus de chances de l'avoir identifiée correctement. On a, et là je vous parle des solutions, une des solutions quand on a une plante qui vient d'un marché international non traçable, c'est d'utiliser une plante locale et traçable. En France, on a une plante qui s'appelle la scrofulaire noueuse, qui a une composition extrêmement proche de l'arpagophytum, qui est un excellent anti-inflammatoire. Eh bien, au lieu d'acheter de l'arpagophytum, on peut acheter de la scrofulaire noueuse directement à un producteur. Donc voilà une solution très simple. Et là, c'est ce que je me suis employée à faire à petite échelle déjà sur ce livre, c'est de voir quelles étaient les solutions locales quand on avait une plante où manifestement on ne pourrait pas savoir ce qu'on achetait. Alors pour le desmodium, il y a plein de solutions. Je vous raconte juste l'histoire du cordyceps parce que c'est assez extraordinaire. C'est un champignon qui parasite une chenille, un tonique majeur du qi en médecine chinoise, qui était considéré comme un remède réservé à la cour de l'empereur, donc ce n'était pas pour les pauvres. Et actuellement, c'est une panacée en Chine. En tout cas, en France, il a peu pénétré le marché. Et vous voyez, quand on le ramasse, c'est comme ça. Vous avez tout le monde qui part dans la prairie avec une petite gouge parce que c'est sous la terre. Et en fait, ce qui dépasse, c'est le mycélium du champignon. Et donc, les écoles ferment, les administrations ferment, enfin, tout ferme. Et les gens partent tous ramasser du cordyceps parce que c'est devenu 75% du revenu des Tibétains. Les Tibétains, actuellement, ne vivent plus du pastoralisme parce qu'ils ont vendu leurs troupeaux, ils sont sédentarisés de force. Ils vivent du cordyceps. Sauf que le cordyceps
pousse dans des zones de permafrost qui sont en train de disparaître, et qu'en plus, il y a une pression de cueillette qui fait qu'il est aussi en train de disparaître de ce fait-là. Donc on a une population qui dépend à 75% d'un champignon qui est en train de disparaître. Donc là, c'est catastrophe sociale annoncée aussi. Donc pour vous dire que ça peut aller très loin, et le cordyceps, il est extraordinaire parce que, par exemple, au Népal, la guérilla maoïste a pris en priorité les zones de production de cordyceps, où elle a proposé des taxes moins importantes que celles de l'État, donc ils ont été soutenus par les populations locales. Et avec ces taxes, ils ont acheté des armes et ils ont réussi à prendre le pouvoir. Donc vous voyez comment, parce que cordyceps, c'est un cas d'école hein, sur des conséquences géostratégiques d'une plante. Bon, c'est pas une plante, on est d'accord, mais d'une substance médicinale. Voilà, donc alors après, je vous passe tout sur la qualité des produits. On a beaucoup travaillé sur ce champignon et en fait, quand vous achetez du cordyceps, c'est en poudre et vous ne savez pas du tout ce qu'il y a dedans, pour X raisons. Mais le cordyceps, on va en parler 1 heure sans problème. Alors, on va juste dire un petit mot de l'aromathérapie qui est assez particulière. C'est que le volume de plantes nécessaire, c'est la seule forme de phytothérapie où il faut autant de plantes. Genre, on a fait de la phytothérapie jusqu'à présent avec différents extraits. On n'a jamais eu besoin d'autant de plantes que pour la distillation. Je précise que la distillation existe depuis longtemps, mais distiller des plantes médicinales pour faire des huiles essentielles à visée thérapeutique, c'est très récent dans l'histoire de l'homme. On distillait surtout pour faire des parfums, des eaux florales, mais pour faire des huiles essentielles à but thérapeutique, c'est à 1 siècle, en gros. Ce n'est pas une médecine traditionnelle. Donc c'est tout à fait nouveau. Et pour vous donner une idée, il vous faut 4 tonnes de fleurs de rose de Damas pour faire 1 kilo d'huile essentielle. Donc au niveau du rendement, ce n'est pas terrible. Alors ça, c'est un des pires, hein, mais c'est pour donner une idée. Donc tout ça, rapporte beaucoup d'argent. C'est racheté par des fonds de pension. On est dans une globalisation du marché qui fait qu'honnêtement, on ne sait pas toujours très bien d'où viennent les huiles. Et en fait, on doit s'interroger sur pourquoi on est tous tellement attirés par ces huiles essentielles. Probablement parce qu'il y a cette notion du toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus puissant. Voilà, il faut vraiment taper fort. C'est pas tellement l'esprit de la phytothérapie au départ. Mais voilà, on est tous un petit peu victimes, je pense, de ces représentations-là. Voilà, il faut que ça aille vite et que ce soit puissant. Et donc, je dis toujours, pour rire, que c'est le super size me de la phytothérapie, en gros. Donc, d'ailleurs, je me suis amusée à faire un petit dessin là-dessus. Alors, sachez que le marché mondial, en 2022, ça se chiffre en milliards d'euros. Et donc, je me suis amusée juste à faire un calcul. Si la moitié de la population mondiale traite un rhume avec 6 gouttes d'huile essentielle d'origan par jour, j'ai été sur 4-5 jours, ce qui est préconisé par beaucoup d'entreprises, c'est 100 fois la production française annuelle. Voilà, donc je pense que tout ça, ça doit quand même nous faire réfléchir, surtout qu'un rhume, il y a peut-être d'autres manières de le traiter que l'huile essentielle d'origan. Après, on peut suggérer quand même beaucoup d'autres choses. Voilà, donc je vous ai fait une petite liste d'huiles essentielles. Alors là, vous pouvez les éviter sans état d'âme, on sait qu'elles sont toutes en train de disparaître. C'est le bois de rose, le santal blanc, le lédon du Groenland, je vais rapidement revenir dessus, la myrrhe, l'encens, le ravensara, le sarrau, la plupart des cèdres. Il faut savoir que très souvent maintenant on coupe des arbres pour les distiller au lieu d'utiliser des déchets de coupe. Si vous utilisez des déchets de coupe, ça va. Si vous coupez juste pour la distillation, ça peut être plus compliqué. Le nard, le bouchou, une des gaultéries. Alors la Procumbens, il n'y a pas de problème, mais la Fragrantissima, c'est une gaultérie plus tropicale qui est en train de disparaître. Et donc ça, il faut absolument l'éviter. Et pour donner un exemple, je pense qu'il est assez parlant, le lédon, dit lédon du Groenland, il est surtout ramassé au Canada, il rentre dans l'industrie du cosmétique ou de la distillation. C'est une plante sacrée pour les Amérindiens, et bien ils n'ont plus accès à la plante. Voilà. Donc alors quand après, moi je vois dans un polycopier d'une école d'herboristerie que l'arthrose, il faut la soigner avec du lédon du Groenland, je pense qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire sur l'arthrose que le lédon du Groenland, plus efficace en plus. Et on peut laisser le lédon du Groenland aux Amérindiens, je pense. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, je vois plutôt des choses comme ça. Voilà, donc il y a d'autres huiles, je vais accélérer un petit peu, sur lesquelles il faut quand même faire attention, c'est les encens. L'encens, Boswellia serrata d'Inde est en danger. L'encens, ça s'utilise en poudre de résine, et maintenant on se met à le distiller. Il n'y a plus de Boswellia serrata en Inde, en sauvage, à tel point qu'il y a des associations de sauvegarde du Boswellia serrata qui peinent pour essayer de le garder dans la nature. Du coup, le marché, comme je vous le disais, s'est rabattu sur un autre Boswellia en Afrique de l'Est. Sauf que cet autre Boswellia, on a quand même plein d'études qui nous montrent que très souvent, quand vous pensez acheter le Boswellia carteri, en fait, vous en achetez un autre qui n'a pas le même chémotype. Tellement le marché fait n'importe quoi.
Donc, du coup, les encens, restons sur des formes simples, type poudre de gomme résine, et puis laissons-les en priorité aux Indiens pour leur médecine ayurvédique, et peut-être nous, on a des alternatives, et on en a. Voilà, l'origan au Maroc, je voulais citer. Sachez simplement, il y a un film qui montre ça, qui s'appelle Cœur en résistance. C'est un film d'un indépendant, hein, mais il y a toute une enquête sur l'origan au Maroc qui montre tout ce que je vous ai expliqué. Et je vais, avant les solutions, je vais quand même juste vous montrer ceci. Vous voyez cette plante? Donc c'est une fritillère. Alors, attendez, vous la verrez mieux comme ça. Donc là, c'est une fritillère himalayenne. Ici, vous la voyez telle qu'elle est dans les endroits où il n'y a pas d'humains. Et là, vous la voyez dans les endroits où elle est ramassée. En fait, cette plante, c'est une publication récente, hein, ça date de l'année dernière. Cette plante se camoufle dans les zones de cueillette. Elle a changé de couleur pour ne pas être reconnue. Et là, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que les plantes médicinales vont être obligées de se cacher de nous pour survivre? Alors celle-là a trouvé cette solution. Je ne sais pas si elle va être imitée par d'autres, mais c'est quand même assez troublant. Et ça, effectivement, c'est récent. C'est un phénomène récent. Il y a quelques années, elle ne se camouflait pas. Donc, ça pose la question de savoir si les plantes sont là à notre disposition ou si peut-être elles sont là pour leur propre vie, dans la nature, dans une autre logique. Parce qu'on entend souvent ça, les plantes sont là pour nous, elles sont là pour nous soigner, elles sont à notre disposition. Non, nous, on en profite, mais elles ne sont peut-être pas là pour nous. Elles sont là pour elles, en premier lieu. Allez, on va passer quand même... en fait, les solutions, à partir de tout ce que je vais raconter, elles vont plutôt de soi. Vous allez voir que c'est relativement du bon sens. Alors d'abord, je voudrais rappeler que commencer par se soigner en avalant quelque chose, c'est une démarche assez récente dans l'histoire de l'homme. Dans les médecines traditionnelles, on commence par donner des conseils de nutrition, de comportement, de mode de vie. Et le médicament, théoriquement, par exemple en médecine tibétaine, le médicament arrive en dernière ligne, une fois qu'on a travaillé sur la manière dont on vivait. Et là, effectivement, si on n'a pas les résultats, on va avaler quelque chose. Qu'est-ce qu'on fait dans notre culture? On commence par avaler quelque chose. C'est-à-dire que nous, les médecins, on est formés à donner des médicaments, mais dans les autres thérapies aussi. Vous faites une école d'herboristerie, vous faites de la naturopathie, bien sûr, vous donnez des conseils d'hygiène de vie. Les naturopathes, en principe, le font, mais vous avez des naturopathes hygiénistes et non hygiénistes. Et donc, on va très rapidement aux médicaments. Alors, la première chose, c'est de s'interroger sur notre mode de vie et parfois de commencer par ce qu'on pourrait appeler les grands piliers de la santé. On avalera quelque chose si besoin. Donc, il y a tout un travail à faire sur l'éducation à la santé et la prévention, et Dieu sait qu'on ne le fait pas. Les labels, il y a des gens qui réfléchissent à tout ça depuis longtemps et qui ont créé et proposé des labels que je détaille à la page suivante. Vous avez des labels internationaux et des labels français, avec des gens qui ont bien compris toute cette articulation entre environnement, qualité et social, et qui proposent des labels qui respectent toute la filière. Donc, vous allez voir les labels français. Score de qualité, là, ça c'est une petite lueur d'espoir actuelle, c'est que la législation du complément alimentaire va changer, parce que les aliments, tout ce qui est denrée alimentaire va être obligé de justifier de son impact environnemental. C'est une loi tout à fait récente, qui n'est pas encore applicable, mais tout le monde est lancé dessus. Le complément alimentaire pensait échapper à cette législation et n'y échappe pas, et c'est une bonne chose. Donc, ils vont justifier de ce qu'ils appellent l'analyse de cycle de vie pour montrer leur impact environnemental. Et on s'est très vite rendu compte qu'actuellement, ils sont incapables de dire quelle est l'influence de leur pratique sur la ressource parce que ça n'est pas documenté. Donc, on est en train de créer un groupe de travail là-dessus avec des spécialistes du marché du complément alimentaire, des écologues, des gens qui travaillent dans un réseau qui s'appelle le réseau Cueillette, justement. Et on va essayer de proposer un outil pour que les entreprises du complément alimentaire s'impliquent dans cette question de la ressource, puisque pour l'instant, en fait, elles achètent un grossiste sans même savoir tout ce que je vous raconte. En fait, même eux, ils ne le savent pas. Sauf pour l'arnica où ils s'en sont rendus compte. On a des guides de bonne pratique pour les cueilleurs. On a des bases de données qui commencent à émerger, en particulier les sites de phytothérapie vont commencer à intégrer Wikiphyto, pour ceux qui connaissent, on va intégrer la dimension environnementale dans chaque plante. J'ai plus que 2 minutes. La législation sur l'impact environnemental, j'en ai parlé, et l'idée, ce serait qu'on travaille sur un livre blanc transdisciplinaire avec des écologues, des biologistes, etc., pour documenter tout ça, parce que c'est ça qui manque au départ. Et puis, vous, à votre niveau, et nous, en tant que thérapeutes, il faut qu'on privilégie des formes qui sont traçables. Il faut qu'on aille vers des produits dont on sait comment ils ont été produits, par qui, comment, où il n'y ait pas cet intermédiaire, parce que là, on sait qu'on ne saura pas. Donc, vous voyez, on a des choses quand même très concrètes. Alors, les labels, j'en ai fait l'inventaire, bien entendu, dans l'ouvrage.
Le bio n'est pas un label suffisant. On peut être bio et avoir des pratiques pas du tout respectueuses de l'environnement. Je suis désolée, mais malheureusement, c'est le cas et on a plein d'exemples. Vous avez le Slow Food Foundation for Biodiversity, le Forest Stewardship Council, le Fair for Life, Forest Garden, et j'ai isolé Fairwild. Fairwild, c'est une initiative suisse qui allie à la fois des entreprises et des chercheurs et qui a vraiment créé un label. Malheureusement, il y a peu de produits pour l'instant, mais en tout cas, leur démarche est très intéressante. Et ensuite, en France, vous avez les marques Valeur Parc. Quand vous avez la chance d'habiter dans un parc ou pas très loin d'un parc, il y a des marques Valeur Parc sur les plantes médicinales avec des produits de très grande qualité. Et vous avez l'Association française des cueilleurs qui édite un guide de bonnes pratiques pour ses adhérents et qui donc engage les cueilleurs à travailler vraiment dans le respect de l'environnement. Le syndicat des simples. Alors là, vous pouvez aller sur leur site. Il y a un site qui vous indique quels sont les producteurs près de chez vous. Moi, j'avoue que je travaille beaucoup avec eux. Je commande directement chez eux et depuis, j'ai des résultats bien meilleurs en tant que thérapeute. Et eux, ça fait 30 ans qu'ils travaillent sur la question de l'environnement et de la ressource. Ils sont tout à fait novateurs là-dessus. Vous avez la FPH, qui est la Fédération des paysans herboristes, qui est aussi très impliquée sur ces démarches. Et vous avez après des labels qui, je les ai marqués, IGP, AOC, AOP, qui pour l'instant n'intègrent pas la dimension environnementale, mais seulement de terroir. POP, c'est plantes d'origine prouvée, c'est une initiative d'un collectif de production, mais malheureusement, ils ne garantissent l'origine que pour 60% de leurs produits, et il y a 40%, on ne sait pas. Enfin voilà, en tout cas, il y a des choses qui bougent et il y a des labels. Et de manière très simple, eh bien, c'est tout simplement de privilégier des plantes pour lesquelles vous savez comment elles ont été produites, et donc essentiellement des plantes locales. Et je précise qu'on a une pharmacopée qui est tellement importante et tellement puissante en France et en Europe. Alors, ça ne veut pas dire que j'ai abandonné le gingembre. Le gingembre, typiquement, c'est une plante cultivée qui ne pose pas de problème en plus, parce qu'elle n'est d'ailleurs que cultivée. Le gingembre que vous connaissez n'est plus capable de se reproduire tout seul. Il est dépendant de l'être humain. Donc, on a des plantes exotiques qu'on peut continuer à utiliser, bien sûr. Mais quand on fait le tour de notre pharmacopée, tout le monde s'est rué sur la moisse chinoise, tout le monde a oublié l'absinthe, qui est une armoise qui pousse ici et qui a des propriétés très proches, mais qui a été oubliée pour des raisons culturelles. Enfin voilà, on peut vraiment retrouver, et j'insiste d'ailleurs là-dessus, les médecines traditionnelles, toutes disent qu'il faut se soigner avec des plantes qui poussent près de chez nous, ce qui ne les empêche pas après d'aller se vendre ailleurs, mais ça c'est d'autres raisons. Et donc peut-être rappelons-nous effectivement qu'on a des plantes près de chez nous, produites par des gens qui font ça en conscience, dans le respect de l'environnement, en étant correctement rémunérés parce que justement vous leur payez leur travail et vous ne payez pas les intermédiaires. Et vous avez quelques exemples, d'ailleurs j'ai vu qu'il y avait des stands avec des productions locales. On peut se faire une pharmacopée déjà très complète rien qu'avec ça. Donc les solutions elles existent. Et je termine juste, alors finalement j'ai trouvé ça pour l'alimentaire, mais on pourrait faire exactement la même chose pour le médicinal. Et donc c'est la même démarche. C'est circuit court, traçable. Et c'est une action militante, effectivement, d'aller vers tout ce qui est agriculture locale, ce qui n'empêchera pas ponctuellement d'utiliser d'autres produits, mais ponctuellement. Donc voilà, je suis à votre disposition maintenant pour les questions. Alors, on va faire assez vite, Aline, de manière à pouvoir enchaîner après. Merci pour cet exposé. Alors, on va prendre quelques questions très rapides, des réponses rapides aussi. Et ensuite, Aline Mercant sera présente juste à la sortie sur le stand Terre Vivante. Elle pourra répondre encore à votre question. Et puis, vous présenter plus longuement son livre. Donc, ça sera sur le stand Terre Vivante à la sortie. Mais on va prendre quand même 2 questions. Est-ce qu'il existe sur France des universités ou des endroits où il y a des recherches pour faire l'équivalence justement des substances en danger des plantes locales et des savoirs anciens sur les plantes locales? Il y a un réseau qui s'appelle le réseau Cueillette. C'est un ensemble de chercheurs, c'est surtout des ethnoécologues qui essaient de centraliser des données autour justement des cueillettes et de l'état de la ressource. Après, l'AFC dont j'ai parlé, l'Association française des cueilleurs, a fait un énorme travail pour documenter l'état des ressources et proposer des bonnes pratiques. Après, il y a 2 questions en fait en une. Il y a la documentation des savoirs traditionnels, ça c'est autre chose, et ça c'est les ethnobotanistes qui font ça. Et donc là, nous on le fait dans les Alpes,
Ça, je pourrais vous en parler si vous voulez après en aparté. On est tout un réseau associatif en particulier à travailler sur ces questions-là et on essaie de centraliser nos données dans des livres, des colloques. Vous avez le Salagon, l'ethnopôle de Salagon qui centralise beaucoup de choses là-dessus. Et il y a quand même une littérature et une production assez abondante pour conserver ces savoirs de manière écrite. Donc je disais merci pour la présentation. Et par rapport à un des problèmes que vous avez évoqué, qui est la profusion de compléments alimentaires, est-ce qu'il n'y a pas une piste sur la législation parce qu'en fait, l'abus, et en fait, on en voit partout maintenant, tous les magasins bio qui vendent un tas de choses, et puis souvent qui ne servent à rien pour diverses raisons, soit la qualité, soit peut-être même les quantités, parce que les gens disent « Ah, il y a ce produit-là, ça va être super », en fait, il y en a, je ne sais pas combien, mais pas suffisamment en tout cas pour agir. Est-ce que là-dessus, il n'y a pas quand même aussi un moyen de faire mieux en termes de législation ? Alors, sur la législation, on n'est pas très optimiste parce qu'en fait, si on a autant de compléments alimentaires, c'est du fait de l'échec d'une directive européenne. Il y a une directive européenne qui s'appelle la 2004-24-CE qui était applicable en 2011 et qui voulait pousser justement le complément alimentaire à s'enregistrer en tant que médicament et donc à monter le niveau d'exigence. Et en fait, vu le prix de ces dossiers-là, toute l'industrie du complément alimentaire, enfin tous ceux qui produisent des plantes, se sont massivement reportés vers le statut de complément alimentaire qui est beaucoup moins contraignant. Et ce qu'ils ont fait, c'est que vous n'avez pas le droit de donner des indications dans le complément alimentaire, vous pouvez donner des allégations. Ils ont bombardé le législateur d'allégations, une seule entreprise en a déposé 4000. Et ce qui fait que le législateur a été dans l'incapacité d'établir la liste des allégations. Et vous voyez, 2011, c'était il y a quand même longtemps. Ça fait 12 ans qu'on n'a toujours pas une liste d'allégations à jour parce que le législateur est complètement débordé. Donc là, au niveau de législation, on n'a pas trop d'espoir. Cela dit, on est dans un groupe de travail où on bosse sur les allégations avec le sénateur Joël Labbé qui essaie de faire rétablir le diplôme d'herboriste. Ça, c'est une première chose. Après, très honnêtement, l'autre problématique, c'est qu'on est dans une dérive qu'on appelle le nutritionnisme, qui est de considérer qu'on peut décomposer un aliment. Donc on raffine, on vous fait manger des calories vides et après on vous rajoute des compléments alimentaires pour compenser. Sauf que ça n'a pas du tout le même effet biologique. Et donc il y a une solution très simple qui serait déjà de bien manger. Sauf que ça, c'est pas sexy, quoi. Ça fait rien vendre à part des aliments de bonne qualité qu'on a de plus en plus de mal à trouver. Mais c'est ça la solution quand même. Si on ne veut pas avoir besoin de tous ces compléments alimentaires, ça serait déjà que tous les micronutriments arrivent de manière physiologique dans une matrice alimentaire cohérente. Bon. Je crois qu'on va s'arrêter là. On aurait pu en parler pendant tout l'après-midi. Merci Aline Mercant, merci à vous pour votre présence. Et rendez-vous, si vous souhaitez discuter plus longuement avec Aline Mercant, sur le stand Terre Vivante. Merci. Oui, parce qu'après, bon, je reprends un petit peu, mais il faudra que je rentre parce que j'ai un petit peu... Moi, je suis là. Si jamais je te vois pas, je te revois plus tard de toute façon. Ouais. Est-ce que tu as... C'est vrai qu'Aline, elle avait son... On sera juste à la fin, comme moi je faisais Et où ma télécommande? Le temps qu'on a... Tu peux mettre les photos si tu veux, le temps...